Notre appel aux dons doit permettre d'amplifier l'action de TV Liberté, d'équilibrer notre budget annuel, de prendre en compte les mois d'été où les rentrées financières se raréfient et surtout de soutenir les actions de développement des prochaines semaines. Imaginez un instant que TVL ait la puissance de France 2, TF1 ou BFM. Aidez-nous par un don utile contre le parti des médias. Contre ce parti des médias, prenez le parti des libertés. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Max Chaleil. Bonjour monsieur. Bonjour. Max Chaleil, vous êtes auteur, éditeur, vous avez collaboré avec plusieurs médias, vous publiez cet ouvrage que voici, que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté, Contre le politiquement correct, billets d'humeur et d'humour. C'est édité chez vous, Max Chaleil, les éditions de Paris. Alors commençons tout de suite, Max Chaleil, le politiquement correct, c'est quoi les limites du politiquement correct aussi ? Est-ce qu'il y a des limites au politiquement correct? Il a tendance à tout envahir, à tout recouvrir. Je crois qu'il faut être vigilant en permanence pour se dire qu'est-ce qu'on veut me faire avaler au nom du politiquement correct, c'est-à-dire de la norme, de la doxa officielle, sinon on n'est rien. Donc, débusquer le politiquement partout, de telle sorte qu'on ait une pensée libre, qu'on voit les choses telles qu'elles sont, hors le vernis qu'on veut leur mettre dessus pour les embellir. Mais il a quand même un cadre qui fixe les règles du jeu. Ah, ben les règles du jeu, c'est les gens au pouvoir, les penseurs du pouvoir, qui décident que tel sujet est tabou, tel sujet est intouchable, et qu'effectivement, si on n'acquiesce pas aux valeurs officielles, eh bien, on est politiquement incorrect, donc à rejeter. Il y a une vision du monde entre le bien et le mal. Et quand j'ai donné ce titre à ce livre, c'est parce que je pense que le bien et le mal sont parfaitement mêlés dans la vie et qu'il n'y a pas d'un côté les gens du bien qui s'autoproclament gens du bien pour dire que les autres sont le mal. Et que moi, à travers ce bouquin, ce sont des séries d'articles, comme vous le savez, c'est d'inciter les gens à penser par eux-mêmes. Une pensée libre. Pour moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est pas appartenir à une idéologie, mais développer un esprit libre, penser par soi-même. Je renoue avec Montaigne en cela, mais je pense que c'est le nerf de la démocratie, le nerf de la souveraineté. Sinon, on est un rouage. Quand on n'est plus à la mode, on est jeté. Voilà, c'est de s'affirmer. Vous parliez des valeurs tout à l'heure, Max Chaleil. C'est quoi les fondements idéologiques du politiquement correct ? C'est d'abord ceux qui fondent, ceux qui donnent une assise théorique au pouvoir, qui le relient à des penseurs et qui en fait finalement quelque chose qu'on ne peut pas critiquer, parce qu'il est de toute éternité là, il symbolise le bien. C'est quasiment un dogme religieux. Je pense que c'est un dogme religieux laïque, d'une certaine façon. C'est intouchable, ça serait péché de critiquer. Et si vous péchez contre le politiquement correct, eh bien vous êtes un pécheur, donc coupable. Et on va vous regarder, on ne brûle plus. Mais à la limite, vous mériteriez quand même des châtiments. Il y a la mort sociale quand même. Ça c'est autre chose, c'est la mort douce, la mort lente. Mais effectivement, on peut vous acculer économiquement dans votre métier, dans votre réputation, dans votre image. C'est une façon de vous brûler, mais gentiment. Mais effectivement, on est toujours là, on est condamnable. On ne vaut rien, finalement. Et comme tous ces gens-là disent, je suis forcément bien puisque je suis de gauche. Itam issa est. Il n'y a plus rien à dire. La messe est dite. Vous commencez votre ouvrage, Max Chaleil, avec la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron, mais c'était en 2017. Cette année, en 2022, Emmanuel Macron fait état d'un patrimoine de 500 000 €. Et pourtant, quelques semaines avant l'élection, le Rothschild Gate a éclaté. On avait appris les revenus, les primes d'Emmanuel Macron lorsqu'il travaillait dans la banque Rothschild. Et pourtant, le parquet national financier n'a pas daigné ouvrir une enquête
enquête. Qu'est-ce que ça révèle, excusez-moi, de nos institutions républicaines? Le parquet financier ne peut pas servir tout le monde. Donc on a vu le démontage de Fillon, certes qui avait fait quelques petites bricoles, pécadilles, mais on s'est acharné sur quelqu'un, on aurait pu s'acharner sur la bande à Macron, quand on voit les Ferrand et autres épiceries, mais le parquet financier est très sélectif. Donc il choisit le pouvoir, il blanchit le pouvoir et il noircit l'opposition. Et vous évoquez la prime brute de 2 millions d'euros après le rachat par Pfizer d'une branche, la branche alimentaire de Nestlé. Peut-être a-t-il dépensé... On ne sait pas. On ne sait pas, ça s'est évaporé. 2 millions d'euros, ça met quand même un peu de temps à s'évaporer. C'est très curieux. Et personne n'a soulevé de lièvre. Vous évoquez aussi, Max Chalais, la liquidation des institutions. Et justement, récemment, on a vu le 9 mai, lors de la fête de l'Europe, Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, proposer une réforme des traités passant par la fin du vote à l'unanimité et un élargissement des compétences des institutions en matière de santé et défense. Vous citez Manuel Valls, qu'on a vu d'ailleurs lors de l'investiture, la deuxième il était tout souriant. Emmanuel Macron. Il disait à l'époque, c'est plus le même. Parce que Macron n'a pas de code, donc pas de limite. Où veut nous emmener le président Macron avec cette réforme? Maintenant, il veut amener Valls avec lui, semble-t-il. Mais effectivement, cette réforme, d'ailleurs, moi je trouve ce bras dessus, bras dessous, ces deux, elle et lui, qui ont quand même des petites casseroles, c'était pas mal. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Simplement faire une sélection des gens convenables et pas convenables. On ferait ça, on prendrait les États européens qui sont dignes d'intérêt, les autres, on les laisserait tomber. Donc c'est plus une Europe élargie, c'est une Europe raccourcie. Et en plus, ce qui était très amusant, la situation où est le pays, avec le pouvoir d'achat qui se dégrade, la dette qui augmente, on commence président de la République, il commence à se positionner, la France va être européenne. Toutes ces remarques sont pour le développement de l'Europe. Où est la France? On en parle après, la France. Il y a 3 semaines qu'il est élu, il n'y a toujours pas de mesure. On continue à s'enfoncer. Il y a quand même 13 États, je voyais l'autre jour, qui l'ont ouvert concernant cette réforme des institutions. Donc on voit que Emmanuel Macron, en tant que grand chef de l'Union européenne, n'est pas totalement... Ah non, mais il sait très bien son camp. Il est l'incarnation de l'Europe. Il est président de l'Europe jusqu'au mois de juin. Oui. Et il préfère être président de l'Europe que dans la République française. En fait, son but n'est pas de sauver la France. C'est de la précipiter avec d'autres États, la fin de l'Europe des nations, pour faire une Europe supranationale. Une fédération. Une fédération abstraite et théorique. Vous dites, Max Chalais, qu'Emmanuel Macron mène la politique qu'attendent les puissances qui l'ont propulsé à la tête du pays. Ces puissances occultes, vous dites. Oui, c'est quoi ces puissances occultes? C'est le mondialisme, l'oligarchie mondialiste, qui ne s'est pas caché de dire le pouvoir économique, c'est nous qui l'avons, nous dominons le monde. Nous allons le dominer. Et donc l'Europe a servi de marchepied à la mondialisation, a été fait, quand on voit la naissance de l'Union européenne, il y a quand même monnaie qui était payée par la CIA. Il y a quand même tous ces gens-là, ça a été une falsification. Et tous ces pays qui ont souscrit à leur esclavage, quand on voit toutes les lois européennes qui limitent les nations, qui les a votées ces lois? Tous les pays. Depuis Giscard jusqu'à aujourd'hui, on a construit la cellule dans laquelle on s'enferme. C'est extraordinaire. Donc il y a une volonté de liquider ce peuple qui est un peu emmerdant, trublion, pour avoir enfin quelque chose d'anonyme sur lequel on peut faire des plus-values plus intéressantes. On n'aura plus à s'occuper des pauvres, on les abandonnera, panem circenses, et puis ils disparaîtront, et enfin on sera débarrassé de ceux qui nous traînent à la patte, là. Mais c'est quoi concrètement, Max Chalais, ces puissances occultes? Écoutez, moi je pense que c'est les gens qui sont à Davos, et tous ces gens, tous ces puissants, et politiques et financiers, qui n'ont qu'un souci, augmenter leur patrimoine. Et on voit l'application en France et ailleurs, où les riches s'enrichissent de façon hallucinante et les pauvres s'appauvrissent. Mais elles n'ont plus rien d'occulte d'ailleurs, toutes ces puissances. Ah non, mais maintenant, on le dit carrément, il n'y a plus de problème. Il y a ceux qui... C'est toujours là la notion de progrès, nous sommes le progrès, la modernisation, et les autres, c'est la réaction, c'est les traînes-pattes. Le jour où ils disparaîtront, ça sera bien, on pourra enfin avoir l'avenir radieux que nous avons. Un monde qui sera enfin économique et plus politique. Moi, c'est encore un mythe, parce qu'il y aura toujours des ressentiments, et ça ne disparaît pas comme ça, un peuple.
c'est plus difficile à liquider qu'on ne le croit. Justement, Max Chaleil, vous évoquiez à l'instant les traîne-pattes. Vous dites qu'avec Emmanuel Macron, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Comment est-ce que vous expliquez l'indifférence des uns pour les autres? Parce que je crois que quand on est riche, très riche, il n'y a plus que l'argent qui compte. Le voisin, on s'en fiche. Le voisin... Le compatriote même. Bon, c'est pas un problème. Ouais. Est-ce qu'il est à mon niveau? Il n'y a plus de patrie, est-ce qu'il est à mon niveau? Est-ce qu'il mange comme moi au restaurant? Ou est-ce qu'il a des œuvres d'art chez lui? Est-ce qu'il parle de... Est-ce qu'il a le langage? Est-ce qu'il fait le golf avec moi, etc. Non, c'est rien, c'est rien. Alors on voit très bien, d'ailleurs les présidents, quand on a parlé du célèbre 100 dents de Hollande, mais il y a eu aussi tous les anathèmes jetés par plein de puissants. Donc, si on n'est pas à mon niveau, moins puissant, ben, c'est rien. Il n'est pas à mon niveau, donc il n'existe même pas. Il n'existe pas. Je trouve que la différence, d'ailleurs, plusieurs économistes l'ont dit, la différence entre les plus riches sous l'Ancien Régime et les plus pauvres n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Oui. Ça s'est multiplié de façon hallucinante. Donc là, ils ont détruit, évidemment, l'Ancien Régime, mais ils l'ont développé d'une façon hallucinante, effectivement. Je crois qu'il y a un historien qui avait calculé que le coût de l'État à l'époque de la monarchie, c'était 9% du PIB. Aujourd'hui, avec le Covid, on est arrivé vers 65%. Oui, non, donc, non, il y avait quand même, je dirais... Bon, il y a eu quelques souverains qui étaient... Mais dans l'ensemble, il y avait le souci du pays. Même si pour cela, il y avait des méthodes parfois brutales. Mais je crois qu'il y avait ce souci majeur de tous ces gens-là. Ben, le pays, l'État. Et aujourd'hui, l'État, on s'en fiche. On s'en fiche. C'est moi. L'individualisme est passé par là naturellement. Et ces gens incarnent ceux qui ont réussi en écartant tout ce qui n'est pas eux-mêmes. Vous dites qu'avec le climat d'angoisse et l'autosurveillance qui ont découlé des confinements, il s'agissait, dites-vous, de faire entrer Big Brother dans nos esprits et du coup accepter la culpabilisation. Expliquez-nous ça. Bah, écoutez, moi j'ai constaté, je le constate encore aujourd'hui, qu'on a, disons, fait des Français qui sont pourtant réputés pour être frondeurs, on les a habitués à porter la muselière. Ils en redemandent. Aujourd'hui, elle n'est plus... J'ai pris le métro pour venir, une moitié à la muselière. Dans la rue, bon, en disant, je vais redoubler parce que c'est pour mon bien. Alors on les a dupés. C'est pas on les a pas, il n'y a pas eu de forçage. Alors on dit, mais c'est pour vous protéger. Et alors du coup, Big Brother, mais un bon Big Brother règne sur nous, il nous sort. Et pour la guerre en Ukraine, c'est pareil. Il a un peu parlé comme ça, il a fait croire qu'il allait régler le problème. Du coup, on dit, on va voter pour lui parce qu'au moins, il fait quelque chose, il agit. Voilà. Donc, vous ne pensez pas qu'en allant le voir, en allant voir Poutine, Emmanuel Macron a déclenché l'opération militaire? Je ne dirais pas jusque-là. Mais il a été, je dirais, d'une certaine façon, pas l'idiot utile, mais enfin, Poutine l'a utilisé pour montrer qu'il peut dialoguer avec l'Occident et tout. Mais en fait, je pense que pour Macron, c'était une carte à jouer très importante. Il a enfourché la monture du Covid puis la monture de la guerre. Et il apparaît le sauveur dans les deux cas. C'est le papa. Il devient vraiment le papa qui s'occupe de ses oreilles. Et les gens jouent le jeu. Alors je vois encore, pourtant des gens intelligents. Et il me dit, mais tu crois quand même, il est pas si mauvais que ça. Voilà, c'est rentré dans la tête. J'écoutais, je ne sais plus aujourd'hui, quelqu'un qui disait... moi, je mets le masque, bien qu'on n'ait plus l'obligation de le porter, mais je le mets même chez moi. Je ne l'enlève que pour manger et je le remets chez moi, dans la rue, partout. Au cas où. Voilà, c'est terrifiant. Alors, vous évoquez trois phénomènes assez extraordinaires qui ont eu lieu avant toute cette crise du Covid, notamment un article du 20 mars 2020 dans le Figaro, et qui expliquait qu'en 2008, le Centre d'analyse prospective de la CIA et de la communauté de renseignement américain alertait sur, je cite, l'émergence d'une maladie respiratoire humaine hautement transmissible et pour laquelle il n'y aurait pas de contre-mesures adéquates et qui pourrait déclencher une pandémie mondiale. Elle apparaîtrait probablement en Chine ou en Asie du Sud-Est
en France en 2013. Le livre blanc évoquait également, je cite, « Le risque existe d'une nouvelle pandémie fortement pathogène et à forte létalité, résultant par exemple de l'émergence d'un nouveau virus franchissant la barrière des espèces ou d'un virus échappé d'un laboratoire de confinement ». Et enfin, Bill Gates, en 2017, il annonçait une chose est à peu près certaine, une pandémie mondiale fortement mortelle arrivera durant notre vie. Comment vous interprétez toutes ces prophéties? Oui, c'est vrai qu'il y avait des prophéties qui s'articulaient sur un certain nombre d'études. Et il est vrai qu'on a parlé d'un virus croisement homme-animal qui s'était échappé, c'est pas impossible, il n'y a pas de preuve. La façon dont les Chinois ont nettoyé le laboratoire de Wuhan, où on fait venir des gens, mais c'est eux, les Chinois, qui ont donné les comptes rendus, et les gens étaient là-bas. Enfin bref, il y a une falsification. Que s'est-il passé? Il ne faut pas oublier que ce laboratoire était financé par la France, quand même. Hein, le laboratoire PK de Wuhan. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Alors après, je crois que le problème, c'est qu'aussi une pandémie, à l'époque, était beaucoup plus lente à se développer, avec les voyages, les transports aériens. On l'a vu avec l'Italie et la Lombardie. On a eu, le Covid avait démarré, on continue à avoir des vols entre Wuhan et Naples ou Turin. Le sacro-saint libre-échange. Voilà. On va pas revenir sur les grands principes. On voit tout ça qui fait que le virus s'est répandu beaucoup. Et puis on l'a utilisé dans les régimes, on a vu, les régimes durs, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Chine, les gens qui sortaient du périmètre interdit étaient tirés à vue. Il le met dans la tête. Au moins, il n'avait plus le virus, c'était réglé. Mais, nous, c'était les drones qui survolaient. Voilà, qui survolaient. Et bon, c'est extraordinaire. On allait mettre des PV à des petits vieillards qui étaient là. Mais il y avait des gens qui détroussaient d'un côté, qu'on n'attaquait pas. Dire là, on sélectionne l'outil qui va servir à asseoir le pouvoir. Et donc, le virus a été une aubaine. Plus, quand on nous dit, alors Macron, finalement, les Français disent, il a pas mal géré la crise. Sauf qu'au début, il n'y a pas de masque, il n'y a rien, il n'y a pas de test. Tout a été détruit, par notamment, sous Hollande, Marisol Touraine et d'autres animaux comme ça. Oui, les stocks que Roselyne Bachelot avait constitués voilà, tout ça, de masques. 1 milliard de masques, 600 millions de masques a disparu. Et on nous dit, et rappelez-vous, ce qui était extraordinaire, quand Macron dit, mais les masques ne sont pas nécessaires, ça ne sert à rien. Et puis après, ils deviennent obligatoires. C'est selon, on évolue. Donc comment faire confiance à quelqu'un qui s'adapte, qui nous dit blanc aujourd'hui, noir demain, reblanc, renoir. On confine, mais on va demi-confiner, puis on reconfine. On arrête le confinement, on le remet. C'est vraiment, on fait ça au doigt mouillé. Et les Français sont devenus serviles. Arrêtez de réfléchir, faites-nous confiance. Voilà, obéissez. Ah, on met le masque, on met le masque. Bon, je veux dire qu'il y a cette espèce, on a mis dans la tête des gens, c'est pour ça que je parlais de Big Brother, dans leur tête, on a mis la soumission. À travers ces petites muselières. Mais c'est un test intéressant. Il est aussi beaucoup question de l'islamisation de la France. Hein, c'est un petit peu... on en parle très souvent sur TV Liberté, à tort ou à raison. D'ailleurs, je vais couper... Je ne sais pas pourquoi, je suis complètement ouf. Je vais couper, pardon. Boris. Excuse-moi. Moi, je vais me faire virer, sinon... Dans votre ouvrage, Max Chalais, il est également beaucoup question de l'islamisation de la France, mais avec le recul des libertés publiques, on a vu lors des confinements, etc., et la récession qui s'annonce. Est-ce que c'est toujours cette islamisation qui est la première des menaces? Je crois qu'il n'y a pas que l'islamisation. Je dirais que devant la dégradation du pays, devant l'appauvrissement suite aux événements, la sécheresse et tout, on va avoir un hiver qui va être très dur. Mais pendant ce temps, l'islam radical avance, attend son heure. Et quand on voit toute cette société qui s'auto-désagrège, le wok, la cancel culture et tout ça, dire que le fruit est parfait, il n'a qu'à tomber. Les Européens, les Occidentaux qui se détruisent eux-mêmes, qui s'accusent. Ah, vous voyez les États-Unis. Vous ne croyez pas que le fruit va pourrir sur l'arbre avant d'être cueilli par C'est la question. C'est la question. Ou, quand il tombera, il sera ramassé. Quand vous voyez l'artiste française Arquette, Patricia Arquette, qui dit à New York, j'ai honte d'être blanche. Vous vous rappelez pas celle-ci? Et puis d'autres blancs qui se mettent à genoux pour laver les pieds des noirs. On a un christianisme dévoyé. Des gens ont perdu la foi, mais ils ont gardé les réflexes de l'humiliation, du pardon. Ils sont prêts à pardonner aux assassins. D'ailleurs, c'est à la mode, l'assassin. Il faut comprendre pourquoi il est devenu assassin, pourquoi il est égorgé, etc. Ça veut dire que ce fruit est en train de pourrir
Alors, c'est un combat très difficile, à la fois contre les gens qui attendent que ça tombe pour le recueillir, et les gens qui le détruisent de l'intérieur. Et puis, l'élite qui veut en profiter pour tirer sur l'épingle du jeu et s'enrichir au maximum. Et qui, le jour venu, ça partira, aura des ressources pour se camoufler. Sur les Gilets jaunes, Max Chaleil, vous dites que le peuple, finalement, a bien compris ce que préparait le pouvoir. C'est quoi, au fond, le projet du pouvoir? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce petit peuple n'est pas très intéressant. Finalement, ce petit peuple vit chichement, il ne consomme pas beaucoup, il râle tout le temps. Là, les Gilets jaunes en foutu le souk. Ils luttaient pour leur peau, il faut le comprendre. Mais pour les puissants, ils ne comprennent pas. Vous dites à quelqu'un qui gagne des millions, vous dites, moi je connais des gens en Cévennes, des petites gens qui vivent avec 400 € par mois. 400 €. Et quand vous dites ça à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il ne comprend même pas ce que ça veut dire. C'est presque une note de restaurant. Donc, il ne comprend pas. Et donc, moi, je suis allé voir, j'ai fait plusieurs manifs avec les jeunes à Paris, malgré mon âge et tout, et j'ai parlé beaucoup. Et puis j'ai retrouvé des gens du sud, de villages pas loin, et j'ai découvert des gens d'abord pour qui 1 euro comptait, et en même temps qui avaient leur fierté. Pourquoi ils venaient à Paris? Ils auraient pu rester sur place, se bagarrer sur place. Ils venaient à Paris parce qu'ils disaient, nous sommes Français, nous avons droit autant que les riches Parisiens de venir à Paris. C'est notre capitale. Et ils ont été sanctionnés durement. Il y a quand même eu, pour la première fois depuis des dizaines d'années, des blindés sur les Champs-Élysées. Et les BAC ont tapé très fort. Et donc il fallait arrêter ça dans l'œuf. D'où le grand débat de Macron, qui est un acrobate, qui a remplacé la voix du peuple par sa façon à lui de parler pour le peuple. Avec un auditoire choisi, des questions préparées, etc. On a vu justement que la principale revendication des Gilets jaunes, c'était le RIC, ce référendum d'initiative citoyenne. D'exister politiquement. Parce qu'ils ont la même voix que celui qui gagne X milliers d'euros. Ils voulaient exister alors qu'aujourd'hui, on voit que le pouvoir est détenu par une minorité, quand on fait le compte des Blancs, de l'abstention et tout. Et cette minorité n'écoute absolument pas la majorité qu'elle méprise. Et cette majorité peut crever, ils n'en ont rien à faire. Mais ça ne les touche pas un atome de seconde. C'est ce qui est fascinant. Dans cet égoïsme qui s'est développé de façon effarante. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y aura de nouveau des gilets? Il y aura des troubles sociaux, c'est évident. Parce qu'on ne peut pas continuer à fonctionner. D'autant que maintenant, le crédit permanent va se tarir. Qu'est-ce qui va rester? Là, avec la guerre en Ukraine, avec les trucs climatiques, il va y avoir d'énormes problèmes de survie. Mais justement, à propos des normes climatiques, on nous rebat les oreilles en permanence avec « il faut sauver la planète », sauf que toutes ces politiques environnementalistes, elles vont avoir un coût faramineux. Ça ressemblera à quoi le monde économique des générations futures si on met en place toutes ces politiques écologistes? Oui, mais il y a 2 points. Il y a d'une part l'hypocrisie, parce que ces politiques écologistes radicales qui freinent la paysannerie française, les producteurs et tout, ne s'appliquent pas aux principaux pollueurs, qui sont la Chine, etc. La Chine et l'Inde qui ont d'ailleurs refusé à Glasgow, lors de la COP26, de continuer le jeu alors, nos petits écolos, pour qui, en fait, tout ce combat est une façon d'accéder au pouvoir, d'avoir des députés, des sénateurs, etc. Mais quelle influence ont-ils sur la pollution mondiale? Niet, rien. C'est un petit peu... La France est à 1% des pollueurs dans le monde par rapport à 48% pour la Chine. Ils vont emmerder les Français, les normes, etc. On a vu un truc fabuleux il y a 8 jours sur cet éleveur qui était intéressant, qui avait des vaches. Et des gens nouvellement arrivés ont dit que ces vaches sentaient mauvais, un élevage, et faisaient du bruit. Et la justice leur a donné raison, a condamné l'éleveur à 200 000 € de dommages et intérêts. Non mais, où est-on? Dire que c'est un monde clean. Ils faisaient leur retour à la terre. Voilà, mais un retour policier, un retour clean. Il faut vraiment. C'est hallucinant. Et moi, je connais beaucoup de petits paysans qui me disent ils nous emmerdent. Et parfois virulents qui ne viennent pas nous emmerder chez nous, parce qu'on sera méchants. Donc, on a des bobos parisiens qui parlent de la campagne qu'ils ne connaissent même pas, des problèmes écologiques qu'ils connaissent d'un point de vue théorique, et qui vont ajouter à la crise économique. Donc, on est dans un monde de fous.
Vous dites enfin, ce sera ma dernière question, Max Chalais, qu'il sera vital de se débarrasser des larbins de la mondialisation, les adorateurs du veau d'or. Est-ce que vous avez un plan? Ça serait trop beau. Je le donnerai à qui voudrait bien l'appliquer. Non, je crois que les choses vont se faire en marchant, que la crise va s'accentuer, de façon, moi je le crains, de façon, en analysant un petit peu les économistes, tout ce qui se passe dans le monde. Je vois que, par exemple pour l'Afrique, l'Ukraine ne livre plus de blé, l'Inde non plus, pénurie. Donc l'Afrique va entrer en famine. Qu'est-ce que ça va donner comme convulsion, des raz-de-marée migratoires? On est à la veille des grands bouleversements. Et des grandes migrations de toutes sortes. Et là-dedans, l'islam radical attend son heure, comme il a toujours attendu dans l'histoire. Vous ne pensez pas à une fin à la Nicolas Ceausescu pour certains dirigeants français? Oui, encore faudrait-il que le peuple se soulève. C'est pas, ça risque d'être encadré par Mélenchon, le nouveau petit Staline français. Voilà, donc je crois que ce ne serait pas souhaitable. Pour l'avenir du pays. Je pense. Max Chalais, Contre le politiquement correct, billets d'humeur et d'humour, c'est édité dans votre maison d'édition, de Paris, les éditions de Paris. J'ai fait plusieurs bouquins chez plein d'éditeurs. Et puis là, j'avoue que retour à la maison. J'ai un peu la flemme d'aller tirer les sonnettes, bien que je connaisse pas mal l'éditeur. Mais je me suis dit, je vais l'éditer. Je vais économiser du temps. Et le temps, à mon âge, c'est précieux. Merci Max Chalais. Merci.